Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jean Capet qui vient nous présenter le dernier né de la Société océanienne. Oui, le dernier bulletin de la Société des études océaniennes, c'est le numéro 346. Chaque fois je suis épatée moi, par le nom moi. C'est que c'est une société qui existe plus de 100 ans maintenant. Oui, on a fêté le 1919. 17. Donc sa création. Ça a été créé Donc ça lui fait 102 ans, quand même. Voilà, oui. À raison de combien de bulletins par... On publie 3 bulletins en général par an. Oui. Mais il y a toujours de la matière? C'est que nous avons donc des contributeurs qui sont fidèles, qui connaissent la charte de la maison et qui trouvent intéressant d'utiliser ce canal. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont jamais publié auparavant, qui nous proposent aussi. C'est parce que ils finissent un jour par lire un article et se dire tiens, pourquoi moi? Parce que j'ai aussi des histoires à raconter. Bon, des histoires qui intéressent le patrimoine de la Polynésie française, c'est-à-dire qui peut concerner tout un chacun. Et surtout, alors là, ça parle de toute la Polynésie, hein, parce que je vois qu'il y a un bel atoll des Tuamotu en couverture. Oui, c'est parce que il y a un groupe de scientifiques qui travaille sur l'atoll de Takapoto, qui est donc au nord-ouest des Tuamotu, et qui présente certaines particularités et qui viennent un peu remettre en cause ce qu'on sait sur la formation des îles. Alors, je ne vais pas dire davantage. Parce que si, je vais te torturer là. C'est secret défense ou alors il faut aller lire? Il faut lire. Comme ça, donc on revient en arrière pour bien. Parce que c'est un article qui a été fait par des scientifiques parfois. Bon, ils ont fait l'effort d'écrire pour tout le monde. Oui, pour vulgariser un peu. Parce que... c'est ça, oui. Bon, malgré tout, quand c'est scientifique, il y a toujours un peu une part importante de termes. Mystère, voilà. Mais est-ce qu'il y a un glossaire à la fin qui nous permettrait de traduire en langage humain? Oui, accessible, voilà, humain, tout à fait. Voilà, autrement, donc, le bulletin ne présente pas uniquement la Polynésie française, mais c'est toute l'Océanie en réalité. Voilà, donc c'est-à-dire d'abord, bien sûr, la Polynésie française, mais il faut regarder autrement, c'est-à-dire le triangle polynésien, et bien au-delà du triangle polynésie, ce qui intègre aussi la Micronésie, la Mélanésie. Et donc, les contributeurs sont polynésiens ou assimilés, ou ce sont des contributeurs extérieurs? Ça peut être n'importe qui, donc c'est pas forcément des Polynésiens. Et d'ailleurs, la majorité des contributeurs ne sont pas de Polynésie française. Oui, il y en a des articles qui nous viennent de partout, parce qu'on est quand même lu tout autour de la planète. Il y a des gens qui sont abonnés, qui se trouvent en Europe, aux États-Unis. Oui, parce que ce sont des objets d'études scientifiques. Tout à fait. Est-ce que les étudiants de l'université s'en servent? Alors, on a fait un grand effort à l'intention donc de ces jeunes-là, c'est-à-dire que la reconnaissance, si tu veux, donc des enseignants sur ce corpus. Et il y a eu une démarche qui a été faite pour la mise en ligne. Et la SEO, que je préside, a sauté sur l'occasion, parce que là, nous avons un financement pour numériser les articles et mettre en ligne pour que les étudiants
D'abord, parce que c'est eux les principaux intéressés, mais finalement, donc, les enseignants aussi et ceux qui sont passionnés par les histoires de Polynésie française, les histoires dans le sens des connaissances sur la Polynésie française et l'Océanie. Même si on parle d'histoire ou de légende, on va parler par exemple de légende, il y a toujours un fond de véracité dedans. Il y a produit des événements qui font que ça a donné lieu à telle ou telle histoire. Voilà, donc ça fait partie un peu de ces choses-là où il y a une part de mystère là-dedans. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à comprendre un petit peu le mode de pensée océanien. Oui, parce qu'il n'y a pas les mêmes codes. Hein. On voit quand les gens veulent raconter des histoires, l'appréhension du temps n'est pas la même. Parfaitement. Il y a bien d'autres choses aussi. Oui, enfin, ça n'était qu'un exemple. Alors, à part cet atoll Takapoto, pardon. Takapoto, oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau comme article? Qu'y a-t-il au menu? Cher ami, qu'y a-t-il au menu ce soir? Au menu, tiens, en parlant de menu, je te propose la patate douce. Ah, j'adore. Alors, la patate douce, donc c'est le professeur Serge Denis qui a enseigné longtemps ici à l'université de Polynésie française qui a proposé ça parce que il vient donc de découvrir une étude faite par mets-toi le micro en face. Par un groupe de scientifiques sur cette espèce. Et il se trouve que donc finalement il y a beaucoup de choses à dire. Il y a par exemple beaucoup d'interrogations en ce qui nous concerne la Polynésie française, mais ça ne concerne pas que la Polynésie française en réalité. Mais pour nous, la Polynésie française, la question donc, est posée qui sont les premiers à introduire ce produit ici. Qui vient d'Amérique du Sud. Oui, voilà. Donc il y en a qui disent donc les Amérindiens donc ont fait le voyage et ils ont apporté avec eux. Il y a aussi des théories qui prétendent donc les Polynésiens sont capables d'aller de remonter les alizés et revenir. Et donc ils ont apporté eux-mêmes. Parce qu'il me semble qu'on a trouvé des squelettes de Polynésiens très anciens en Amérique du Sud. Alors je ne saurais pas où. Bien sûr. Je sais pas où. Au Brésil. Donc en plus, il aurait traversé l'Amazonie, tout ça. Donc ça ne doit pas être un voyage facile. Hein. Non. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait envie d'avoir des machines à remonter dans le temps, non pas pour influer sur ce qui se fait, mais pour être comme des petites souris et regarder un petit peu, parce qu'il y a eu des trajectoires extraordinaires. Oui, voilà. Alors donc l'étude quand même montre qu'il y a une certaine antériorité que finalement donc avant que l'homme ait foulé le sol des îles du Pacifique, la patate douce y était déjà. Alors, donc je te dis pas plus. Donc encore une fois, il faut lire. Tu veux m'obliger à lire. Tu as de la chance, j'adore ça, mais quand même. Non, je t'offre le bulletin, comme ça tu pourras lire dans chaque émission. Et je suis sûr que tu vas m'appeler pour faire une interrogation écrite. Bon, alors Martine, je t'ai donné le livre. Voilà, donc c'est comme quoi il y a beaucoup de questions de ce genre qui nous interpellent et qui nous aident à appréhender l'univers océanien et nous situer et par conséquent nous orienter vers on va dire des comportements, des attitudes qu'il faut pour mieux vivre ensemble dans une région qui est assimilée au paradis terrestre. Oui, en plus. Mais par exemple, je sais que la démarche scientifique fait que chaque réponse apporte et induit une autre question. On va dire beaucoup, ça pour autre question, et une autre question, et c'est pour ça que c'est un enchaînement. Donc quand tu ouvres une porte, tu découvres beaucoup de trésors. Voilà, et après dans quelle direction aller. En tout cas,
Vraiment, c'est bien d'avoir toute cette ouverture avec un petit livre, mais grand par les questions qu'il pose. Est-ce que, justement, il y a des personnes qui, après avoir lu d'autres livres, ont mené des enquêtes ou ont fait des recherches d'après ce qui a été écrit? Alors, je ne peux pas affirmer qu'en lisant le BSO, mais en tous les cas, c'est l'univers de la recherche, c'était ça. Donc, il faut se documenter et que s'il y a quelque chose qui interpelle, si on est scientifique, on est poussé évidemment à essayer donc de comprendre le plus. Voilà. Et là, à part ça, tu as des petits articles aussi à nous mettre en apéritif, là? Oui, voilà. Par exemple, une initiative semblable. Il s'agit donc de type de travail, on va dire, impulsé par des scientifiques qui alertent sur la perte de notre biodiversité, c'est-à-dire les espèces endémiques qui risquent de disparaître à jamais, qui appauvrit notre patrimoine floristique, et par conséquent, donc, cela risque de menacer nous autres humains, parce que il y a des espèces peut-être qui sont utiles, qui contribuent à la biodiversité, à notre alimentation et à nos soins. Donc ici dans cette partie du monde, on se soigne, les gens continuent d'ailleurs à se soigner avec la médecine traditionnelle. Voilà. Donc, en revenant par exemple à ces deux initiatives, il y a un scientifique, Medeiros, il s'appelle, sur l'île de Maui, qui effectue un travail remarquable avec des bénévoles, c'est-à-dire des propriétaires fonciers et des membres d'associations, donc des gens qui sont préoccupés par le devenir de ces espèces-là, qui se mettent ensemble pour lutter contre les espèces nuisibles qui sont généralement des espèces introduites. Oui, souvent. Voilà. Et les remplacer par les espèces qui sont en diminution, pour donner une chance donc de continuer à exister. Alors ce travail il y a quand même près de 3000 bénévoles qui participent à ce travail-là. Et maintenant, ce travail est perçu comme un modèle à suivre qu'on peut reproduire. Oui, sur les autres îles. Sur les autres îles, bien voilà, sûr. donc il faut juste cibler les sites espèces à sauver ou les sites les sites favorables où on peut mener ce type d'opération. Et voilà, donc on peut répliquer la méthode, l'expérience. Alors ici, en Polynésie française, c'est pareil. Il y a le cas d'une association, Terra Watiati, qui, avec le frère Maxime qui est dedans, mais surtout avec un jeune botaniste, Ravahere Taputuarai, qui est surtout souvent sur le terrain pour encadrer les équipes qui interviennent. Alors donc, c'est la même chose, c'est pour sauver des espèces qui sur la colline de Maraitia à Punaouia, là où il y a des orangers, c'est dans les parages. Et là aussi, il y a des bénévoles, il y a des propriétaires fonciers, donc il y a des associations et des gens qui sont passionnés par la sauvegarde des espèces et qui viennent apporter leur contribution. Donc on ne peut qu'inciter tous nos auditeurs à aller se pencher sur le livre. C'est donc le numéro combien de la Société des... Donc quel est le numéro de ce bulletin ?
Alors c'est le numéro 346, voilà, donc je viens de 346 qui sera bientôt dans les librairies de la place. Donc je complète juste le contenu. Il y a également le journal de route du caporal-chef Jean-Roy Bombridge qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale et apparemment donc c'est le seul qui a écrit un journal. Donc ça nous fait encore un témoignage supplémentaire. Exactement. Peut-être donc il y a matière pour une autre émission. Il veut jamais me quitter, Jean. Merci beaucoup.